Bon, j'avais dit que je reviendrai. J'avais dit pas dans bientôt. Attendez, on va arrêter de vouloir faire 20 000 choses à la fois. Je vais ouvrir mes notes. Donc, j'avais dit que je reviendrais. En mai, on est parti tout un mois en train, en voyage en train. Alors, on va mettre les mots dans l'ordre. Et puis, en juin, on a commencé la Kita. Kita, c'est en gros le combiné entre la crèche et l'école maternelle. Et comment dire, je me fais un peu rouler dessus. J'ai été malade toute la semaine dernière. Tout ça pour dire que je prends enfin le temps d'allumer ma caméra. Globalement, les moments pour filmer, ça sera le soir. Probablement avec un éclairage plus ou moins bon. Mais c'est pas très grave. Voilà, franchement, je pense que pour du fast cam, c'est suffisant. Et du coup, je voulais revenir aujourd'hui pour parler du coup de ma grossesse. En fait, c'est une vidéo qui m'a été demandée, notamment parce que j'ai pu le dire, j'avais eu une super grossesse, en tout cas moi je l'ai très bien vécu, j'ai adoré, et du coup que éventuellement ça pouvait aider d'avoir des témoignages positif, etc. Et du coup, je m'exécute. Pour être honnête, j'ai essayé de tourner cette vidéo. Je voulais pas faire du conseil, mais au final, ça s'est fini en lisant un peu des points slash conseils et tout. J'ai trouvé que c'était que ça répondait pas en fait à l'idée de partager quelque chose de positif par rapport à la grossesse, alors que j'ai vraiment adoré, et du coup juste en fait parler de mon expérience, ça devrait suffire. Il est bon de rappeler du coup que le témoignage que j'offre ici, c'est le mien. Je dirais pas cependant que ma grossesse a été facile, genre tout va bien, pas de problème et tout, c'est pas vrai. Et évidemment c'est mon expérience, dans le contexte dans lequel je suis, etc. Voilà, c'est pas une vérité générale, c'est pas parce que moi j'ai adoré ma grossesse que tout le monde devrait adorer sa grossesse, genre c'est vraiment pas le cas. Mais voilà, je vous offre mon témoignage en espérant que déjà d'une ça sera intéressant, ça va être très long aussi, donc j'espère vraiment que ça sera intéressant. Donc comme je le disais, je pense que c'est important de poser un petit peu le contexte, parce que je pense aussi que le vécu d'une grossesse est quand même relativement lié avec le contexte. Donc du coup, moi je suis en couple avec mon conjoint qui est devenu mon mari, en fait, entre-temps, pendant cette grossesse, justement. Ça fera 12 ans à l'automne. Mais en gros, quand on a lancé le projet bébé, on était à presque 10 ans. On allait fêter nos 10 ans de relation. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, d'une part, on se connaît bien. Et surtout, le projet bébé, c'est un projet qu'on a grandi, en fait, en nous. J'ai toujours su, en fait, que je voulais des enfants. C'était quelque chose d'assez certain, c'est quelque chose que j'ai remis en question dans ma vingtaine, comme je pense à peu près beaucoup de personnes en fait, et je pense que c'est quand même relativement sain de se poser la question de ok, ça veut dire quoi faire un enfant avec toutes les problématiques qu'on peut avoir, hein, donc pourquoi est-ce qu'on fait un enfant, ensuite voilà, un enfant en 2000 et quelques, qu'est-ce que ça veut dire, réchauffement climatique, enfin bref, tout ça. La conclusion de mes réflexions ont été de dire non mais en fait je veux un enfant, et en fait un enfant c'est aussi de l'amour, c'est de l'espoir, c'est un chemin que j'ai envie de prendre, voilà la parentalité, un challenge que j'ai envie d'avoir. On avait décidé du coup de se dire ok mais pas avant 30 ans, et quand on a commencé à se dire ok là on se sent potentiellement prêt, encore une fois on s'est dit bon on attend, on avait notamment un voyage en Namibie de prévu, qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années, on essayait de se caler ça, et du coup on a dit ok, on attend la Namibie, et ensuite on démarre le projet bébé. Je tombe enceinte mi-août. Le premier trimestre se passe globalement bien, j'ai pas été très malade. J'aime bien dire que j'ai été malade suffisamment pour que ça soit folklorique. Quelques nausées plus, un peu de fatigue. Moi c'est surtout que j'ai pas dormi pendant longtemps. J'ai pris ensuite des somnifères. Alors, c'est pas des somnifères, c'est bref, c'est un truc exprès pour je dormais plus. Donc je veux dire à un moment quand j'en ai parlé avec mon gynéco, il m'a dit ok en fait, vous devez dormir. En parlant de gynéco, ça a été, je pense, ma grande rencontre de ce premier trimestre. J'avais pas de gynéco qui me suivait en fait à ce moment-là. Quelques mois avant le début du projet bébé, je m'étais dit je vais prendre un rendez-vous chez un gynécologue. Il se trouve en fait que j'étais déjà enceinte du coup quand je suis arrivée chez ce gynéco. Donc c'est lui qui m'a confirmé la grossesse avec une échographie, comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on dit, il y a un mot. Et du coup voilà, c'est là que je suis ressortie du coup avec ma première échographie.
J'étais très soulagée de voir que effectivement j'étais bien enceinte, que a priori ça allait bien. Effectivement c'est très soulageant aussi d'entendre le cœur battre, etc., etc. Mais j'ai pas été transcendée absolument. Les examens médicaux sur lesquels j'ai été le plus touchée, c'est plus les monitos en fait. Les monitos c'est on te pose des capteurs et on va suivre en fait le rythme du bébé, aussi tes contractions, mais surtout le rythme du bébé. Et en fait, du coup, tu restes pendant un certain moment allongé comme ça, au calme, et en fait, t'entends le cœur du bébé et tout ça. Et je trouve que ça, c'est plus... Enfin, moi, ça m'a plus touchée, quoi. C'était un moment calme, où je pouvais juste écouter comme ça. Du coup, je rencontre mon gynéco, que du coup, c'est la première fois que je le vois. Et en fait, ça match assez vite. J'en parle parce que le suivi de grossesse, c'est quelque chose d'important. Et ce gynéco-là, en plus, c'est vraiment le gynéco qui va me suivre pendant toute ma grossesse. Et en fait, pour moi, c'était important, et je pense que pour quiconque, c'est important, de se sentir bien, de se sentir à l'aise et surtout en confiance. Parce que du coup, c'est quand même vraiment la personne qui va être la première personne en fait à voir potentiellement des problèmes. Bon, déjà, je le trouve assez sympa. Surtout, je trouve qu'il prend le temps, voilà. Il prend le temps d'expliquer, il demande toujours à la fin est-ce que vous avez encore des questions. On sort pas de son cabinet tant qu'on a des questions, enfin, il est toujours dans l'échange et toujours s'assurer que tout va bien, qu'on n'a pas de questions, etc. D'un point de vue aussi médical et communication médicale, ça pareil, ça a été toujours très bien, et même d'ailleurs après la grossesse. Moi j'ai vraiment besoin d'un personnel médical qui me dit les choses, qui enveloppe pas genre j'ai besoin qu'on me dise ok il y a ça, ça c'est les risques, voilà les solutions, faites ça machin, etc. On a pas mal voyagé, on a fait un road trip en Irlande et on est aussi parti à Madrid à la fin, vraiment à la toute fin du premier trimestre. Je le conseillerais à fond notamment pour les couples qui attendent leur premier enfant. Donc quand vraiment vous avez encore entre guillemets l'opportunité de profiter juste tous les deux, je trouve que c'est bien de prendre ce temps là, de faire des voyages, et je trouve en plus que ça ancre la grossesse dans la vie de couple. Vous rentrez un petit peu quand même dans le truc de daronne là, de dire ah oui on était partis en Irlande, j'étais enceinte de toi, voilà ouais. Mais c'était très chouette. Et évidemment le premier trimestre c'est aussi le trimestre des annonces. J'ai annoncé à ma famille à la fin du premier trimestre, et aussi à la belle famille à la fin du premier trimestre, à peu près quoi. Je pense que l'annonce la plus incroyable, c'est à mes collègues. Et c'est là que le contexte se casse un peu la gueule. Moi, à ce moment-là, je bosse dans une start-up. Je suis data analyst. En gros, nos investisseurs se tirent, nous laissent complètement sur le carreau. On l'apprend comme ça un jour, et surtout on l'apprend parce que du coup on devient insolvable. C'est un peu la merde, hein. Quand on est insolvable, c'est déjà c'est un moment de crise. Et en fait donc on apprend ça un matin, on parle avec mes collègues, et en fait là mon collègue dit bah ouais moi ça m'est déjà arrivé dans mon ancien boulot, donc il nous raconte son expérience, et là ça sort un peu de nulle part si vous voulez. Il nous dit quand ça dépend comment ça marche, si on est racheté, c'est vrai qu'il peut y avoir une refonte, un licenciement important de la boîte, etc. etc. Et il y a quelques exceptions, notamment si vous êtes enceinte. Et là, il insiste encore, le bougre, et il dit donc les filles, j'étais avec une autre collègue femme, donc les filles, n'hésitez pas, c'est le moment. Et du coup, l'occasion était trop belle. De toute façon, je savais qu'il fallait que je le dise de toute façon, aussi pour me protéger, parce que j'étais au courant qu'il y avait quand même une protection au niveau du licenciement pour les femmes enceintes. Donc voilà, occasion trop belle. Et donc je dis, ça tombe bien, écoutez les gars, je suis enceinte de 3 mois. Voilà. Honnêtement, iconique. Je voulais aussi parler, parce que du coup, ce premier trimestre, c'est aussi où on se met, surtout pour une première grossesse, on arrive avec toutes les restrictions là, de grossesse. Moi, je me souviens par exemple, de ce voyage en Irlande, là, où on arrive dans un spa, je vais pour aller au sauna, et en fait,
en gros sur le sauna c'est marqué interdit aux femmes enceintes. Donc j'avoue que je balise un peu, j'y vais pas. Voilà, je me dis je comprends pas en quoi ça serait pas bien et tout pour une femme enceinte. Du coup je fouille un petit peu, je regarde notamment aussi du côté allemand et aussi pays scandinaves ce qu'ils en disent. Et en fait je me rends compte que d'une part il n'y a pas de danger pour le bébé. Ça aussi, ça a été un des trucs qui m'a le plus choquée en fait dans toutes ces restrictions. C'est que donc c'est des recommandations, que t'as l'impression que si tu suis pas, le bébé va exploser, mais genre direct, alors que non. Je vous jure que les bébés n'explosent pas. Et en tout cas, en ce qui concerne le sauna, c'est pas pour le bébé, c'est vraiment pour la femme enceinte, c'est-à-dire que quand on est enceinte, on peut avoir des problèmes de circulation, et ça, la chaleur, c'est pas trop recommandé quand même. Du coup, ce qu'on dit, il faut évidemment faire attention, mais de toute façon, quand on rentre dans un sauna, il faut faire attention. Et voilà, faut pas rester trop longtemps. Ce qui craint, ça serait de faire un malaise, quoi, et de chuter, par exemple. Voilà, c'est en gros le gros risque. J'en déduis, en tout cas pour moi, je prends cette conclusion, que de toute façon je ne reste pas longtemps dans un sauna de base, je reste vraiment 5 minutes max. Donc concrètement, il n'y a pas de problème, et tant que ça me fait du bien, c'est ok. Ça c'est un exemple, je prends cet exemple là parce que je pense que ça va pas mettre le feu aux poudres, mais concrètement j'encourage quiconque de prendre ces recommandations, de les prendre, hein. Il s'agit pas de dire oh non vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, etc. Juste prenez les recommandations, et en fait c'est même pas une histoire d'avoir un esprit critique, quoique, juste comprenez en fait ces recommandations. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? C'est quoi le risque? Est-ce que c'est un risque pour le bébé? Est-ce que c'est un risque pour moi? Est-ce que c'est un risque que je peux compenser en étant prudente? Donc par exemple le sauna, c'est-à-dire que oui, j'imagine que c'est pas bon de rester 1 heure dans un sauna, mais en fait c'est pas bon de rester 1 heure dans un sauna. Et concrètement, la plupart des recommandations, c'est à peu près ça. Si vous voulez, il y a des trucs, vraiment c'est acté que c'est plutôt mauvais et qu'il faut vraiment éviter. L'alcool, le tabac, les drogues, etc. Honnêtement, le reste, comprenez-les, prenez les décisions. C'est pas aussi binaire que ce que ça peut paraître. Après, d'un point de vue général, j'avoue que par exemple toutes les recommandations au niveau de la bouffe, en fait, moi j'ai l'habitude, en étant végétarienne, flexitarienne maintenant plutôt, mais de faire attention à ce que je mange, de trouver des alternatives, etc. Moi par exemple, quand les femmes me disent moi ce qui me manque c'est les sushis, je dis je sais pas, moi je mange des sushis végés, en fait ça va le faire. Voilà, moi ça m'a pas perturbée davantage. Je pense que ce qui m'a un peu manqué à la fin, c'était le fromage peut-être. Et encore je trouve qu'on trouve des très bons fromages pasteurisés, ou tout du moins qui sont ok avec la grossesse, par exemple les fromages à pâte dure. Le deuxième trimestre, alors dans le mythe, on dit que c'est vraiment the trimestre, et pour moi c'est absolument vrai, ça a été the trimestre. Effectivement beaucoup plus d'énergie. Je trouve aussi que ce qui change en fait dans ce deuxième trimestre, c'est que il y a quand même un changement du corps qui s'opère assez important. Donc ça se voit de plus en plus que vous êtes enceinte. Il y a le ventre qui s'arrondit, qui se voit de plus en plus. Ah oui, petit fact, parce que j'avais pas cette image-là en fait dans ma tête, mais en fait le ventre de grossesse, il fluctue quand même pas mal, notamment au début. Et donc par exemple à la fin du premier trimestre, le soir notamment, j'avais un bide déjà pas mal quoi, mais le matin, j'étais pas enceinte quoi, si vous voulez. Donc je m'attendais pas à autant de fluctuations. Et vraiment le deuxième trimestre, c'est là où le bide est vraiment sorti de façon constante, plus ou moins quoi. Moi je trouve que ce changement de corps là, ce ventre qui s'arrondit, etc., ça m'a donné une contenance, comment dire, que j'avais pas connue depuis la clope. Je sais que la cigarette, ça me donnait une constante, je l'ai bien prononcé tout à l'heure, une constance, non, une contenance, assez importante, et que j'ai perdue du coup en arrêtant de fumer. Et en fait, pour moi, être enceinte, avoir le bide comme ça, là, ça me donnait, mais genre vraiment une assurance incroyable. Que par exemple je me souviens les rassemblements au boulot, j'étais trop bien quoi, voilà, alors que d'habitude c'est pas du tout des moments où je me sens à l'aise.
Là, trop bien. Et pareil aussi une certaine assurance par exemple pour insister, pour avoir des rendez-vous médicaux rapides qui étaient nécessaires. Mais d'habitude, voilà, j'aurais fait ah bon, ouais, d'accord, tant pis. Et là, vraiment, non, en fait, il me faut vraiment un rendez-vous rapidement. J'aurais jamais osé avant, quoi. Vraiment incroyable. C'est aussi le moment, si vous voulez, au deuxième trimestre où vous commencez à ressentir les coups de pied, les mouvements, et ça, c'est incroyable. Enfin, c'est une des meilleures sensations corporelles. C'est trop doux, quoi. Bon, sauf quand ça fait les pirouettes, mais ça vient un peu plus tard. Mais vraiment des petits mouvements comme ça, là. Ah, ma vie, quoi. Ma vie. Et j'ai commencé en plus à la sentir vers Noël. Donc voilà, on était en vacances, Berlin était un petit peu endormi, etc. Il y avait une ambiance dingue et en fait je commençais à sentir mon bébé dans le ventre, trop chouette. Et aussi ça connecte un peu plus avec le bébé évidemment et ça rassure aussi parce que du coup vous sentez votre bébé, enfin vous êtes capable en fait de dire ok c'est bon elle bouge, nanana. Et moi j'avais vraiment un bébé qui réagissait pas mal. Et le soir, par exemple, mes meilleurs souvenirs, quoi. Meilleurs souvenirs. Quand je me couchais, je mettais ma petite tablette là sur le ventre pour regarder mon film. Et en fait, elle venait me mettre des petits coups de pied dans la tablette. Et c'était trop bien. Ça me rend nostalgique, quoi. De fou. Je suis très nostalgique de ma grossesse. Vraiment, c'était 9 mois de dingue. En parlant de trucs bien, je pense aussi que un truc qui a beaucoup joué avec le fait que je me sente bien, etc. Je pense que hormonalement, c'était le feu. Je sais que tout le monde réagit pas de la même façon avec les hormones. Il y a des femmes qui vont par exemple parler de plus d'angoisse, etc. Moi, j'étais une détente. J'ai quand même vécu un naufrage de start-up. C'est quand même des moments un peu flippants, quoi. Hein. Je crois que j'étais pas bien vraiment le jour où on s'est fait licencier. Le jour où on s'est fait licencier, mais je crois que c'est le fait d'avoir vu tous mes collègues pleurer, en fait, qui m'a le plus retournée. C'est pas tant la situation. C'est venu après. Après, je me suis rendu compte que j'étais dans la merde. C'est aussi à ce moment-là, d'ailleurs c'était en début d'année, où on a eu le fine diagnostic. Et en fait, c'est une échographie un peu poussée, où on a un peu de la 3D et tout. Bon, écoutez, je ne fais pas partie des gens qui ont eu des super photos de leur bébé en 3D. Voilà. Genre vraiment, elle ressemble à Voldemort, quoi, sur les photos. Mais c'est pas grave, parce que c'est pendant cette échographie que j'ai appris que c'était une fille. Ça, c'est un point que je vais aborder et que j'aborde du coup avec légèreté, puisque du coup j'ai eu une fille et c'était ce que je souhaitais vraiment ardemment. Mais en fait, j'avais vraiment une idée fixe, quoi, sur le fait d'avoir une fille. C'était très important pour moi. Voilà, je saurais pas exactement vous dire pourquoi, même en parlant avec ma psy, elle était un petit peu étonnée parce que elle disait généralement c'est plutôt des petits garçons que les femmes veulent et que c'est tout entre guillemets des femmes comme vous avec parfois des relations un petit peu plus compliquées avec la maman et pas du tout. Bref, après c'était pas une très bonne psy donc bon. Écoutez, je ne la vois plus maintenant. J'ai changé. Il y a aussi le côté un petit peu féministe, si vous voulez. Je trouve, en tout cas moi dans ma projection, je trouve que avoir une fille, c'est plus simple. Voilà, pour moi c'est beaucoup plus simple d'aller sur de l'empouvoirment, de allez Mago, t'es capable, etc., que d'avoir un petit garçon et un jeune homme et de devoir entre guillemets Je pense que quand la société rattrape un petit peu, parce qu'on n'éduque pas nos enfants dans des bulles, que fatalement, hein, je veux dire, ils se mettent à être dans des groupes, c'est souvent des groupes genrés, etc. Je pense que c'est plus difficile. C'est la Marie du montage. Je me rends compte que je tente là d'expliquer avec des théories, avec un ressenti ou en tout cas une perspective féministe en fait sur ma préférence à avoir une fille plutôt qu'un fils. Et je pense que c'est pas totalement faux ce que je dis, mais je pense quand même que c'est pas aussi intellectualisé en fait. Encore une fois, en fait, je peux pas répondre vraiment à la question de pourquoi
mon désir de fille plutôt que garçon. Mais je pense qu'il y a un côté un peu, pas irrationnel, mais très émotionnel en fait, avec cette préférence. Probablement dû aussi à des projections, genre comment moi je me projette dans la maternité, mes images, les images qui me viennent. Et en fait, je pense que ces images, elles sont plus incarnées par une petite fille que par un garçon. Est-ce que dans ces images, il y a le fait de mettre des robes? Un petit peu, j'avoue, avec... pas de la honte, mais un espèce de un espèce de roulement des yeux, quoi, que oui, dans ces images de projection, il y avait aussi les robes. Mais je pense qu'il y a aussi une projection de temps avec mon enfant, de temps entre femmes. Et probablement que ça me vient aussi des relations entre femmes que je peux avoir dans ma famille. Et je me suis posée il y a pas très longtemps d'ailleurs, après avoir filmé cette vidéo, et je me suis rendu compte par exemple que pourtant en plus, par exemple dans les colonies de vacances, là où j'ai été le plus en relation avec des enfants, mes chouchous entre guillemets, alors normalement on n'est pas censé avoir des chouchous en colonie de vacances, mais moi je suis coupable à fond. En fait, mes chouchous c'est souvent des garçons en fait. J'ai beaucoup plus créé des liens émotionnels avec des garçons que avec des filles. Et pourtant, quand je pense, voilà, à tous ces enfants de colo qui m'ont marqué, dans les premiers visages en fait qui me viennent, ça reste des visages de filles. Même si c'était pas entre guillemets des chouchous à proprement parler, c'est-à-dire vraiment, je sais pas, la définition du chouchou, c'est vraiment l'enfant qui va nous faire rire, avec lequel on va être un peu genre parfois on va un petit peu fermer les yeux quoi sur les petites bêtises, etc. Rien d'incroyable, hein, mais c'est vraiment juste très naturel. Pourtant en fait c'est quand même les filles qui m'ont marqué. Je me dis voilà, c'est peut-être, je repense à la psy là qui lit un petit peu en moi avec un petit peu de la psychologie de comptoir, et qui dit quand même votre relation avec votre mère, c'est pas toujours facile, etc. Oui, les relations avec les femmes dans ma famille, c'est pas toujours facile. C'est très intense, mais à la fois c'est aussi très proche, c'est aussi les personnes avec lesquelles j'ai connecté le plus, avec lesquelles j'ai plus partagé, alors que généralement avec des hommes en fait, je connecte beaucoup moins, même si souvent mes personnes chouchoutes, voilà, dans la vie, c'est des hommes quoi. Et même voilà, en fait je peux généraliser. En général dans ma vie, mes personnes chouchoutes, je parle même pas de personnes préférées, hein. Je parle pas de ça, hein. Je parle de vraiment des petits chouchous quoi. C'est des hommes. Au final, si je veux fermer cette pensée, je dirais que en fait mon enfant, je voulais pas un chouchou. Je voulais quelqu'un avec qui je pouvais connecter, et en fait du coup ma projection elle vient essentiellement sur des femmes. Mais c'est probablement aussi très émotionnel, du style des petites robes via caddie et une poupée Corolle quoi. Même si en soi je serais plutôt d'avis qu'on offre des poupées Corolle aussi aux garçons. Et éventuellement on peut aussi tenter de leur mettre des robes. J'ai déjà avec une fille du coup des trucs du style je l'habille juste en body bleu, on va dire que c'est un garçon, mais c'est pas grave, je m'en fiche qu'on mégenre mon enfant en fait. Vraiment je m'en fiche. Quand la conversation va un peu plus loin, forcément à un moment tu genres ton enfant en fait, en disant que c'est une fille, et du coup les gens sont effondrés quoi d'avoir mégenré, enfin bref. Et du coup je pense que le port de la robe chez le petit garçon, c'est faut l'assumer quoi. Ça s'assume hein, mais faut l'assumer. On arrive au 3e trimestre. Donc ça, là c'est un 3e trimestre qui est très riche en émotions et rebondissements. Première chose, du coup, je me fais licencier. Qui dit licenciement dit aussi, du coup, j'attaque. Du coup, je suis allée voir une avocate. Il y a eu procès, etc. J'ai gagné. J'ai pas gagné grand-chose, mais j'ai gagné. Je savais que je gagnerais pas grand-chose, mais je voulais, pour le principe si vous voulez, ne pas me laisser faire, ne pas me laisser licencier. Enfin, je veux dire, la boîte a coulé totalement. Enfin, je veux dire, elle a été fermée, c'est pas du tout un rachat avec des départements qui sautent ou quoi. Pas du tout, on a tous été licenciés avec cessation d'activité, etc. Mais voilà, quand même, je voulais marquer le coup. On revient dans le passé. Donc, je me fais licencier, je me marie fin mars. Incroyable, voilà, incroyable. Magnifique journée, il faisait, fin mars à Berlin, il peut faire vraiment un temps de merde.
Genre vraiment, ça peut être vraiment horrible. Et en fait, il a fait mais une journée mais incroyable quoi. Il faisait doux, mais genre le ciel quoi était avec nous quoi. Et vraiment, alors c'était pas un gros mariage, hein, on était une vingtaine d'invités. Je regrette pas du tout, je ferais absolument, enfin c'était le mariage dont j'avais besoin. Et je regrette pas non plus du tout de m'être mariée enceinte, du coup de 8 mois. J'ai immortalisé aussi la grossesse au 3e trimestre en faisant un photoshooting. Ça aussi, je vous encourage à fond à faire des photoshootings enceinte, avec bébé, famille, etc., etc. Genre vraiment, si vous devez vous faire offrir quelque chose, faites-vous offrir ça. C'est trop bien, voilà, c'est trop sympa d'avoir de jolies photos, quoi. Je regrette peut-être plus de moins avoir d'argent maintenant. après 1 an de congé mat. J'aimerais faire un photoshooting maintenant. Et j'ai pas trop la thune pour ça. Mais je sais que ça va revenir. Dès que j'ai de la thune, je fais un photoshooting. C'est sur ma checklist. Sur ma checklist, j'ai une checklist. Une wishlist de choses que je veux pour quand je retrouve du boulot et du coup un salaire. Et c'est dedans. Ah voilà, on arrive enfin à la partie du coup vraiment grossesse pure où tout se casse un petit peu la gueule. Juste après, non c'était même d'ailleurs juste avant le mariage, en fait on va pour faire un rendez-vous de contrôle chez mon gynéco. D'habitude bon il est pas, bon c'est pas non plus il parle pas non plus énormément, mais d'habitude quand même il parle quoi pendant les échos, et là je vois qu'il est quand même bien fermé quoi. Et je me dis ouf, il y a un truc qui va pas. Et du coup il nous explique qu'il voit que le liquide amniotique baisse, qu'il y a une baisse, qu'il constate ça en fait depuis plusieurs contrôles. Et ça l'inquiète un peu. Du coup il m'envoie aux urgences, donc on est 2 jours avant le mariage, hein. Il m'envoie aux urgences pour faire un test pour voir s'il y a pas, si ma poche des os est pas percée. Moi je pense pas, je suis assez sereine parce que je me dis bon, je m'en serais rendu compte quand même. Après il me dit oui ça peut être vraiment infime et du coup vous vous rendez pas vraiment compte quoi. Mais vraiment je suis assez sereine, je pense pas que ma poche des os est percée. Mais quand même il nous envoie aux urgences et quand même je dis à Lucas, ça serait vraiment pas ouf d'avoir la poche des os percée à 2 jours du mariage. Genre il y a moyen que je sois hospitalisée en fait. Hein. Au final, la poche des os est intacte, donc c'est pas ça. Mais du coup, surveillance rapprochée. Quand je revois mon gynéco la semaine d'après, il est pas très content du traitement de l'hôpital, mais je pense, et parce que ça sera pas la première fois qu'il y a un espèce de conflit comme ça, il y a un conflit entre le gynéco et l'hôpital. Je pense que le gynéco, il a un avis en fait sur cet hôpital. Il peut pas vraiment dire quoi que ce soit parce que c'est quand même l'hôpital de secteur, qu'il sait que la plupart de ses patientes vont là en fait pour accoucher. Et je pense qu'il dit pas. Je pense que un jour je te poserai la question. Parce qu'il a trop été énervé quoi par les comptes rendus. Et je pense qu'il y a un passif. C'est pas juste moi, entre guillemets, enfin ma situation qui l'a énervé, c'est genre je pense qu'il y a un passif. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est important aussi, et là je vais arriver sur le sujet peut-être un peu plus lourd, et je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup quand on parle de la grossesse et de la peur de la grossesse, de l'accouchement, etc. C'est le milieu médical. C'est vrai que quand on est enceinte, et notamment comme ça à la fin de grossesse, on est de plus en plus en contact avec le milieu médical. Je pense que d'une part ça nous dépasse, et je pense qu'il faut accepter en fait que ça nous dépasse, qu'on comprend pas tout, qu'il y a des trucs un petit peu en dessous quoi, qui se passent, qui sont pas forcément des guerres d'ego, hein. Ça peut être aussi, je vous dis, juste un avis personnel en fait sur comment ça se passe dans cette clinique, dans cet hôpital, etc. Et que du coup ça influe quand même sur le comportement, mais même au sein des hôpitaux, dans les équipes, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ça veut pas dire de tout comprendre, de tout laisser passer, etc. et tout, mais d'avoir en tête que le milieu médical, ça reste quand même des équipes, ça reste des humains, ça reste des gens qui, pas forcément peuvent faire des erreurs, ils peuvent faire des erreurs, mais qui, en fait, sont humains, quoi.
Moi j'avoue que ma philosophie était beaucoup plus, j'arrive en fait dans un service avec l'état, les conditions de stress, que ça soit le stress du moment parce que peut-être service archi plein, comme le stress genre global de, je sais pas, manque de moyens, manque d'effectifs, etc., etc. Et c'est des choses, ça nous dépasse. En tant que femme enceinte là, avec notre gros bide, on peut pas impacter ça quoi. Donc il faut lâcher prise et se laisser guider par l'équipe. Ce qui est le plus important pour moi, c'est surtout de me sentir en sécurité, de me sentir entendue, qu'on m'explique les choses et à la fois qu'on me fasse avancer quoi, vous voyez. Pour revenir sur ce liquide amniotique du coup qui baisse, donc voilà, mon gynéco est pas trop content du rapport de l'hôpital. Je refais une Marie du montage. En fait, je vais essayer d'être un chouïa plus précise là sur ce que j'avance au niveau de mon gynéco qui est pas content. D'un côté, il y a mon gynéco qui monitore la baisse de liquide amniotique depuis plusieurs semaines. Et il y a l'hôpital qui prennent le relais quand il faut, check pour la poche des os. Ils vont aussi reprendre le relais pendant une semaine parce que mon gynéco est en vacances. Donc ils vont m'accueillir, ils vont me faire les examens qu'il faut. Mais effectivement, on va dire que autant mon gynéco, il est inquiet, dans le sens où il me dit « Ok, je veux checker toutes les semaines, etc. » Autant l'hôpital, ils ont, on va dire, ils sont plus détendus. En fait, moi, ça m'a pas inquiété plus que ça, parce que, en fait, déjà, c'est pas les mêmes missions. C'est-à-dire que l'hôpital, ok, ils checkent quand il faut checker, ils voient que ça baisse, mais ils voient surtout que je suis bien suivie, en fait, que je suis suivie par tel gynéco, peut-être qu'ils le connaissent, j'en sais rien. Et surtout que j'ai des rendez-vous toutes les semaines, que voilà, il y a tout marqué dans mon dossier. Donc en fait, ils sont pas plus inquiets que ça, et du coup moi ça m'inquiète pas non plus en fait d'avoir entre guillemets plusieurs sons de cloche. Je trouve ça même plutôt rassurant en fait d'avoir l'hôpital qui sonne pas la sonnette d'alarme en mode oh mon dieu, vous avez les liquide amniotique qui baissent. Je me dis juste ok c'est bon. En fait je suis suivie. Voilà, l'hôpital ont pris le relais quand il fallait. Et quand mon gynéco, je vais le dire dans pas longtemps, va me prescrire en fait le déclenchement et que du coup je vais arriver à l'hôpital, l'hôpital va suivre très bien. Voilà, c'est-à-dire ils vont dire ok oui bien sûr on déclenche là. Oui. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Et juste, je rapporte que mon gynéco, à chaque fois que je revenais avec le rapport de l'hôpital, il trouvait que le rapport était un peu trop dilettant. Voilà, concrètement. Mais du coup, il me dit, écoutez, je vous suis, mais par contre, on augmente la fréquence des contrôles. Et du coup, je me retrouve à aller toutes les semaines chez lui, en fait, pour me faire donc monito et écho. Où du coup, il monitore le liquide amniotique, beaucoup. Moi, je trouve que ça me rassure, voilà, d'avoir un suivi. C'est un peu stressant de se dire, voilà, parce qu'il me met en garde, il me dit, voilà, si vous sentez plus le bébé, c'est important d'aller vite aux urgences, etc. Donc ça, j'avoue que c'est un petit peu, c'est un peu stressant. Cela dit, je suis jamais allée aux urgences. En fait, j'ai toujours senti mon bébé. Je me disais, c'est normal qu'ils te mettent en garde, c'est normal qu'ils te le disent, que si jamais le bébé, tu le sens plus, il faut aller aux urgences, mais en fait, tu l'aurais fait. Sans même ce problème de liquide amniotique. Si j'avais pas senti le bébé pendant plusieurs heures, je serais très probablement allée aux urgences. Je finis un peu ma grossesse comme ça, à 39 semaines. On va du coup pour un énième check-up. Là par contre je dis voilà, la limite est dépassée. Je pense que dans son calcul, il y avait un côté genre on attend le plus longtemps. 39 semaines c'est bien. Si le liquide amniotique est ok-ish, on reste, bébé bouge bien, tonique, etc., pas d'aléas, ok, mais 39 semaines, ok, on part en déclenchement, je pense que c'était à peu près son plan. Je pense que c'était à peu près son plan parce qu'en fait, quand j'en reparle avec Lucas, pour lui c'était évident. Mais genre, en fait, il l'avait compris. Genre, visiblement, le gynéco l'a dit, j'ai juste pas capté. Donc, c'était le plan, ça a été communiqué, j'ai juste pas imprimé. Peut-être que je voulais pas imprimer, je sais pas. On arrive du coup à 39 semaines, et là, du coup, il m'envoie en déclenchement. Je vais pas rentrer dans le détail là du déclenchement parce que en fait c'est l'accouchement quoi. Du coup c'est effectivement un accouchement qui a été d'une très long, de deux très médicalisé avec tout ce
tout ce que les grands défenseurs de l'accouchement sans ressources médicales sont contre, donc genre l'ocytocine de synthèse, la péridurale, le monito en continu, enfin bref, tout ça. Il y a déjà mon récit d'accouchement qui existe sur internet, je l'ai écrit, mais en fait je pense que je veux bien en reparler. En plus avec du recul, peut-être que ça peut quand même apporter quelque chose de différent. Donc je veux bien en reparler, mais du coup ça serait vraiment une vidéo dédiée parce que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Mais juste pour finir en fait pour cette vidéo, pour moi en fait avec cette préparation à l'accouchement, j'ai vraiment eu une philosophie en fait de voilà, moi je veux me sentir en sécurité. Donc pour moi c'était évident que j'allais accoucher à l'hôpital parce que je voulais d'une part, je voulais un département néonat si jamais il y avait un souci. Je voulais que ça soit sur place. Moi je trouve que, c'est personnel, hein, parce que si on accouche ailleurs et qu'il y a besoin d'un département néonat, évidemment que le bébé est transféré. Et je trouve que le transfert, pour moi, c'est un problème. Voilà, je veux pas de transfert, je veux avoir tout sur place. Donc pour moi, l'hôpital, c'était évident. Et aussi même pour moi, du coup, donc avoir un bloc à proximité, pouvoir avoir la péridurale, pouvoir avoir des équipes, etc. Enfin bref, voilà, pour moi, c'était évident. J'ai été du coup beaucoup en relation avec l'équipe médicale. Mon accouchement a duré 5 jours. J'ai été hospitalisée 3 jours, plus 2 jours après la naissance. Et moi, dans ma tête, du coup, j'avais pas de problème avec le milieu médical. C'est un milieu avec lequel je suis d'une part assez à l'aise et plutôt en confiance. Au moment en fait où je suis arrivée à l'hôpital pour le déclenchement, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu de crainte, enfin voilà. Je pense que c'est un gros sujet parce que on parle par exemple beaucoup des violences obstétricales, etc. Je pense que c'est important d'en avoir parlé, c'est important que les paroles existent, que les violences soient dénoncées. Je pense que surtout à l'approche d'un accouchement, c'est pas mal, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis mis dans ma bulle et il y a des discours en fait que j'ai pas écoutés, que j'ai plus écouté en fait à ce moment-là, parce que je trouve que ces discours deviennent de plus en plus anxiogènes. Je tombais encore sur un TikTok il y a pas longtemps d'une doula. On rappelle que les doulas ont pas, c'est pas du tout un titre avec une quelconque formation médicale ou quoi. Elle parlait des lavements. Voilà, elle parlait des lavements, du fait que apparemment dans un hôpital on oblige les femmes à faire des lavements. Donc apparemment, c'est même pas un truc où elle était sûre, mais elle était en train de dire que voilà, c'est très mauvais, j'espère que c'est pas obligatoire, etc. Et en fait, elle est en train, si vous voulez, sur sa vidéo TikTok là, de dire à quel point le lavement c'est terrible, nanana. Et en fait, je prends cet exemple un peu anecdotique parce que d'une part, moi j'ai fait un lavement. Déjà avoir un rectum contracté, ça peut quand même impacter en fait les contractions. Et notamment en négatif, qui paraît un peu évident quoi. Hein. C'est quand même tout dans la même zone. Avoir des crispations autres, c'est quand même pas... Enfin voilà, c'est pas incroyable. Deuxième chose, on est quand même souvent constipé à la fin d'une grossesse. Et c'est pas agréable. Le lavement, c'est très agréable. Je vous le dis, c'est très sous-coté. Mais en fait, c'est très agréable. Surtout après des jours de constipation. Mais en fait, je le dis parce que cette doula là, sur son TikTok, décrivait le lavement comme un truc horrible qu'on inflige aux femmes. Mais pas du tout en fait les gars. D'accord ? Pas du tout. C'est du miel. Et enfin, il y a quand même un autre truc quand même, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ont peur de se chier dessus à l'accouchement. Donc, de leur proposer le lavement pour qu'elles soient aussi plus tranquilles, si vraiment ça les embête, bah c'est chouette, voilà, c'est tout. Et c'est pas, je trouve que c'est quand même incroyable d'avoir des discours aussi anxiogènes. Cette meuf était vraiment anxiogène sur un sujet aussi nul que le lavement en fait. Là on parle pas d'épisiotomie ou je sais pas quoi, hein. On parle vraiment juste d'un truc très limite anecdotique quoi. Je trouve qu'il n'y a pas à être autant anxiogène et autant dans la crispation du milieu médical. Enfin bref. Et aussi moi ma philosophie par rapport au milieu médical, c'était de me dire quand même, ils accouchent des femmes toute la journée. Genre vraiment, en fait vous arrivez à l'hôpital pour accoucher, faut vous dire que les gens en fait ils ont accouché déjà peut-être 2-3 femmes avant vous quoi dans la journée en fait. Certains diront que du coup c'est l'usine, nanana. Moi je vois surtout une compétence.
Je vois surtout des gens qui ont l'habitude. C'est aussi des gens du coup qui ont l'habitude de voir des accouchements, de voir du coup des galères. Moi dans mon projet d'accouchement, j'avais demandé, en fait j'avais dit je veux qu'on me parle, je veux qu'on me dise si ça commence à pas aller. Et en recevant par exemple des témoignages un peu épars, en passant par un déclenchement, c'est vrai que je m'étais quand même préparée mentalement à la césarienne parce que ça peut potentiellement être débouché sur une césarienne parce que les contractions sous ocytocine sont assez importantes. Le bébé parfois peut pas suivre correctement, etc. Ça fait des détresses, enfin bref. Je m'étais dit, si l'équipe médicale commence à me dire « Ah, le bébé il va pas très bien, etc. C'est que potentiellement, ils sont en train de penser à la césarienne. Ils sont forcément un petit peu, vous voyez, ils checkent. Aussi parce que, encore une fois, ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'ils ont aussi la vision du service. Ils ont la vision, en fait, de combien il y a de femmes en train d'accoucher, combien il y a de femmes en train d'accoucher et qui potentiellement vont partir en césarienne. Et en fait, il y a une vision, et bien sûr que le but, c'est que tout se passe bien, mais genre que tout se passe bien. Et du coup, il y a des choses qui nous dépassent un petit peu, et pour moi, c'était un peu ma philosophie, quoi. C'était vraiment de me dire, je rentre dans un service, je m'en remets à eux. Ça empêche pas, si vous voulez, d'être proactif dans les demandes, dans les choses, mais avoir en tête que vous faites partie d'un tout et que ce tout il doit fonctionner, je pense que c'est aussi une façon de se détendre. moi ça me détend. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été agréable à écouter. Si vous étiez un peu inquiète, que ça vous aura quand même un petit peu rassuré, mais je répète encore une fois, c'est mon expérience à moi, c'est une expérience parmi tant d'autres. C'est pas gage de vérité générale, quoi, je veux dire. C'est vrai que je trouvais dommage, en fait, d'avoir vécu, en fait, un 9 mois vraiment incroyable jusqu'au bout, en fait. Même avec une fin de grossesse sous surveillance, médicalisée, etc. Enfin, c'était trop bien. Je vais m'arrêter là avant de pleurer. Et je vous dis à très vite. Je sais pas quelle vidéo je fais la prochaine fois. Je pourrais suivre genre un petit peu l'ordre et genre faire l'accouchement, etc. Mais j'ai envie de faire une pause entre guillemets. J'ai des sujets un peu random. Je vous mets des propositions de sujets. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes encore là. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous tente, genre pour la prochaine. Me dites pas s'il vous plaît, tout est ok. Décidez, dites-moi quel sujet je fais pour la prochaine vidéo. Et pareil, zéro promesse, hein. Voilà, je vous dis, je suis en pleine Kita là, adaptation Kita, en plus il y a des fermetures, enfin bref. Donc c'est pas évident, mais vous voyez, bon emballant, on y arrive. Le soir, lumière déclinante, un éclairage un petit peu, voilà, mais on y arrive. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao!